Ok, donc pour Caroline, Caroline, je pense que vous avez un micro. C'est le réglage en fait du son. C'est de votre côté qu'il faut faire un petit réglage. Je pense qu'il faut aller sur votre bulle et essayer d'activer le son. Alors on va démarrer. Tac. Tiens, tu me la mets s'il te plaît. Là, on te voit dans la petite bulle. Allez, ma petite bulle. Super, bonjour. Eh bien, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire Social Selling. C'est maintenant, je crois, le 4e webinaire qu'on fait. Donc, on va essayer d'être à l'auteur et de faire quelque chose de bien, qui vous plaise, qui vous enrichisse et qui vous donne envie de faire du social selling. Alors aujourd'hui, je suis avec 2 personnes. Je suis avec Yacine qui m'accompagne dans l'agence. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Yacine, je suis consultant en inbound marketing et je pratique le social selling au quotidien dans l'agence. Ok, et je suis avec Sonia Morand. Je suis super content d'être avec toi, Sonia. Voilà, présente-toi. Merci Nicolas, bonjour à tous. Donc moi je suis Sonia Morand. Après une vingtaine d'années passées au sein de direction marketing et de 2 grands groupes du secteur IT, que sont en l'occurrence Sage et Toshiba, où j'ai pu mettre en place des stratégies marketing digitales autour de ces sujets qui nous occupent aujourd'hui, l'inbound marketing, le social selling et aussi l'employé advocacy. Je vais essayer de vous livrer mes conseils et mon retour d'expérience pour vous aider dans vos démarches. Voilà. Donc soyez très attentifs parce qu'elle a des très bons conseils à vous donner. Alors, on va démarrer. Hop, la présentation. Donc je vais couper la webcam. Voilà. Et donc, c'est parti. Donc, on va vous parler un petit peu déjà de l'agence. Donc, l'agence INU est une agence à la fois qui fait de l'inbound marketing et du social selling. Donc, l'inbound marketing, c'est comment faire venir le client à soi en utilisant des leviers d'acquisition et son site web. Donc, les différents services qu'on propose, c'est de la formation à l'inbound marketing. Donc, on peut former vos équipes, on peut former vos managers marketing. Ensuite, on peut s'occuper de toute la stratégie inbound marketing pour essayer d'attirer du trafic sur votre site et convertir ce trafic en prospects et en futurs clients. Et puis, toute la partie opérationnelle, donc la production de contenu, la réalisation de vos landing pages, de vos emailing, de vos call to action, etc., etc. L'objectif étant de générer des leads avec votre site web. La deuxième activité, qui est le pendant de l'inbound marketing, c'est le social selling. C'est comment arriver à générer des leads grâce aux réseaux sociaux. Sachant que les réseaux sociaux, c'est le bras armé de l'inbound marketing pour essayer d'attirer du trafic. Et là, on est plus dans l'humain sur de l'humain. Donc, ce qu'on propose nous comme service, ce sont les formations en social selling et on va vous en parler un petit peu plus. C'est comment vous aider à développer votre réseau et comment vous aider à créer la confiance et la crédibilité à travers les différents contenus, les différentes prises de contact que vous allez pouvoir faire sur les réseaux sociaux. Alors, sur la formation au social selling, c'est une slide que je vais vous repasser derrière, mais simplement celle-ci pour vous dire que, eh bien, on est un centre de formation agréé et qu'on est certifié Datadoc. Alors, Datadoc, c'est on va dire le catalogue qui regroupe toutes les formations et qui sont validées par les 21 ou 22 OPCA en France et qui vous permettent de faire prendre en charge votre formation si vous cotisez aux différentes OPCA. Alors, on va commencer par un sondage pour vous connaître un petit peu mieux. On voulait savoir si vous êtes déjà engagé dans une démarche de social selling. Alors, si vous pouvez utiliser votre petit chat pour nous répondre, pour savoir voilà, le niveau que vous avez un petit peu de maturité sur le social selling. Voilà, on attend vos réponses. Juste un petit oui ou un non sur le chat. Oui, alors spectateur 13, je ne sais pas qui c'est, mais donc c'est bien. Rodika, oui. S'il y en a qui ne le sont pas, vous n'hésitez pas à le mettre. Hein. Ne soyez pas timide, pas de problème. Donc Dina, ok. Donc ouais, donc plutôt des personnes qui sont aujourd'hui présentes sur les réseaux sociaux et dans le social selling. Donc ça c'est bien. Alors on a une deuxième question pour vous, c'est sur la partie marketing que
sur l'inbound marketing. Donc, est-ce que vous avez développé des blogs? Est-ce que vous avez des landing pages? Est-ce que vous avez développé déjà des contenus, des livres blancs? Est-ce que vous faites des articles de manière régulière sur votre site? Tout à fait, oui. Parfait. Axel, blog, landing page, contenu, c'est bien. Oui, mais pas justement. Sandrine, faut qu'on se parle. Alors, comment? Oui, mais pas excusez-moi. Super. Donc, ça veut dire qu'on a en face de nous des gens qui sont plutôt matures. Donc, Sonia, ça va être super bien parce que l'expérience que tu as pu avoir chez Toshiba va pouvoir enrichir notre présentation. Avec plaisir. Alors, on va démarrer sur qu'est-ce que c'est que le social selling. Alors, social selling, c'est deux mots. C'est social et selling avec deux objectifs qui sont un petit peu différents. Un, sur la partie sociale, c'est comment je vais développer ma communauté, interagir avec ma communauté, découvrir de nouveaux contacts et développer mon personal branding. Donc là, l'objectif, c'est de développer une notoriété, développer sa crédibilité. Et la deuxième chose, c'est selling, c'est-à-dire comment vendre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire cibler nos prospects, entrer en contact, explorer les besoins, sachant que pour moi et pour Sonia aussi, l'objectif c'est pas de vendre sur les réseaux sociaux, mais c'est plutôt d'identifier des gens à qui vous pourriez in fine vendre. Donc ça devrait pas tellement s'appeler social selling, ça devrait s'appeler social lead gen si vous êtes commercial. Voilà. Donc l'objectif c'est d'essayer de générer des leads commerciaux. L'objectif final du social selling pour moi et pour pas mal de gens qui interviennent dans ce milieu-là, c'est deux choses, c'est développer sa confiance, la confiance sur les réseaux sociaux et développer sa crédibilité. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est pas d'essayer d'aller pousser des offres commerciales. L'objectif, c'est de développer son personal branding, la confiance, le capital confiance que vous pouvez montrer aux gens de votre réseau. Et l'autre, c'est la crédibilité, c'est-à-dire votre capacité à apparaître comme un expert vis-à-vis de votre communauté. Tu veux dire un petit mot, Sania? Pour moi, c'est important. Alors, j'aurais même rajouté un mot avant, c'est vraiment d'être visible. Donc, ça passe par du personal branding, ça passe par de l'activité récurrente. Mais on va voir tout au long du webinaire, justement, comment être identifié avant de rentrer en contact et donc de développer cette confiance avec votre audience et de vous positionner comme expert et d'avoir cette crédibilité. Alors, on va commencer par une définition du social selling. Le social selling, c'est l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour vendre. Alors, la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour vendre, on en a parlé. Notre finalité, en fait, même si c'est une définition qui est assez reprise auprès des gens qui font du consulting sur le social selling, pour moi, le mot vendre, c'est vraiment pas la finalité quand vous êtes sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Facebook. C'est vraiment c'est développer votre capital de confiance, établir votre crédibilité de manière à détecter les personnes dans votre réseau qui sont susceptibles de travailler avec vous et d'essayer de rentrer en contact avec eux. Et de converser. L'idée, c'est quand même qu'on est sur des médias digitaux, mais on peut converser via le digital. Ça fait partie du cycle d'achat et c'est un moyen de communication en plus de tous les autres et en plus des stratégies plutôt d'outbound ou des stratégies commerciales et outils utilisés par ailleurs. Voilà, c'est un outil supplémentaire. Exact. Alors, une question se pose, c'est bien le social selling, mais est-ce qu'il faut vraiment utiliser le social selling? Alors, Yacine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi adopter le social selling? Alors, pourquoi adopter le social selling? Pour plusieurs raisons. Déjà, moi, je vais vous poser une petite question. Je pense que vous, quand vous êtes sur LinkedIn ou sur Facebook, sur différents réseaux sociaux, est-ce que ça vous dérange d'avoir une publicité qui vient en plein milieu de votre recherche ou... Bon, je pense que la réponse va être positive, que voilà, vous n'aimez pas forcément avoir des publicités en masse toutes les 2 secondes. Vous détournez, comme beaucoup de personnes, des techniques classiques de marketing et de vente qui sont plutôt intrusives. Et donc, comme beaucoup d'acheteurs et de consommateurs, vous avez un comportement qui change. Que ce soit en B2B, les acheteurs comme les consommateurs se détournent des techniques intrusives et donc n'ont plus le même comportement. Exact. Il n'y a rien de plus embêtant quand on est sur son fil Facebook ou quand on est sur LinkedIn de voir des publicités qui sont promues. En général, enfin moi personnellement je clique assez peu dessus, mais voilà, moi je préfère avoir si ça m'intéresse quand même. Si ça m'intéresse. On va pas dire, mais ça marche aussi. Mais voilà.
plus, ça va être ce que les gens de ma communauté vont pouvoir dire. Ça m'intéresse plus. Voilà, l'humain m'intéresse plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est l'humain pour moi. Aujourd'hui, on n'achète plus forcément une marque ou plus qu'une marque, mais sur confiance et du conseil, des offres personnalisées qui passent justement par cette relation commerciale. Le métier de commercial n'a pas changé, ce sont juste les outils qui sont à sa disposition et cette façon de voilà, c'est important et ça reste l'humain. Les outils et l'approche aussi. Exactement. Tout à fait. Alors, tu as des chiffres, Yacine, je crois. Oui, alors une étude qui a été publiée par Harvard Business Review sur justement les réseaux sociaux aujourd'hui et leur importance. Donc la majorité, aujourd'hui, il y a 46% des acheteurs B2B qui ont entre 18 ans et 34 ans. Donc les personnes qui sont nées dans les années 90, ils ont grandi avec les réseaux sociaux, que ce soit déjà pour eux personnellement, ils utilisent dans le cadre professionnel. Donc c'est aujourd'hui le trafic qui utilise le plus les médias sociaux et ça montre l'importance de ce réseau. Qu'aujourd'hui, on a 84% des cadres B2B qui utilisent les médias sociaux dans le processus d'achat, de décision d'achat. Donc aujourd'hui, c'est devenu une part entière du processus de décision d'achat. Et donc voilà, pour prendre des décisions, que ce soit pour faire appel à un prestataire ou acheter un produit, on utilise les réseaux sociaux pour s'informer et également pour rechercher quand on a un besoin spécifique. Donc ce que tu nous dis, c'est que si on veut toucher des acheteurs aujourd'hui, ces gens-là, ils sont sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et justement, le segment des 18-34 ans, eux, l'utilisent pleinement. Toi, Sonia, tu es plutôt d'avis aussi qu'il n'y a pas que ce segment-là qui... Non, tout à fait, puisque dans les acheteurs, on a toute tranche d'âge. Donc voilà, je pense qu'il est important de dire aussi que, et là les 84% le prouvent, que les acheteurs sont sur les réseaux sociaux. Alors pas toute typologie d'acheteurs, on en parlera un petit peu plus tard, mais au départ de cette démarche, il faut toujours effectivement bien connaître ses cibles, ce qu'on appelle nous les personas, et effectivement vérifier qu'ils sont présents sur tel ou tel réseau social. Donc voilà, et après d'être présent sur ces réseaux et de converser. Mais pour le coup, les acheteurs ils font bien. C'est vraiment une croyance ou une adhésion que n'ont pas encore forcément d'abord les cadres dirigeants d'entreprise ou les équipes commerciales, que ce soit managers ou commerciaux. Et c'est peut-être la première phase, c'est de leur démontrer et de leur prouver que leurs clients sont bien aussi sur les réseaux sociaux et qu'ils l'utilisent tout au long du cycle d'achat. Exact. Autre chiffre, aujourd'hui, pour rechercher des solutions spécifiques, les personnes utilisent les médias sociaux. Donc, quand ils ont un besoin, une problématique dans leur entreprise et qu'ils cherchent des solutions pour répondre à ce besoin, ils recherchent directement sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn par exemple, qui font appel à la réseau, où ils recherchent directement un prestataire par rapport à leurs besoins et à leurs problématiques. Donc, ils sont sur les réseaux sociaux, ils l'utilisent dans le cadre de leur business et ils l'utilisent pour chercher des solutions spécifiques. Moi, je vois régulièrement sur les réseaux sociaux des gens qui, tiens, je vais chercher une agence pour faire un site web. Est-ce que vous connaissez des gens? Et je vois que la communauté s'engage sur ce type-là. Mais ce qui est important là-dedans, le plus important, c'est que les personnes ont plus confiance aux comptes sociaux personnels, donc des collaborateurs de l'entreprise, plutôt qu'aux comptes l'entreprise en elle-même. Donc on a un chiffre ici qui est assez éloquent, donc 78% des internautes devaient faire plus confiance à ses comptes personnels plutôt qu'à un compte entreprise. Et donc ça montre aussi l'importance de la relation humain à humain. Et donc on préfère forcément parler plus à une vraie personne avec une vraie personnalité, donc voilà, une personne en face de nous, plutôt que de parler au compte d'une entreprise, d'une marque. Comme dans la vraie vie. Voilà, exactement. N'est-ce pas? On parlait de confiance, c'est vraiment de créer cette confiance et de personnalisation. C'est quand même une très forte attente aujourd'hui des acheteurs. Voilà, d'être conseillés, d'avoir des qui leur sont dédiés, qui correspondent vraiment à leurs besoins. Donc ça passe par l'humain, ça passe par la relation commerciale et donc par les réseaux sociaux. Et on a aussi cette réactivité qui est importante d'avoir, qu'on a peut-être plus avec l'humain que sur un compte entreprise, même si les pages entreprises sont bien suivies par vos community management. Mais voilà, c'est important et c'est ce qui permet aussi de donner comme argument à vos commerciaux d'être présents sur les réseaux sociaux, d'être identifiés comme experts et d'interagir avec leur communauté, que ce soit prospect ou client d'ailleurs. Et moi, je le vois. Mon compte personnel, j'ai plus de 6500 personnes qui m'ont suivi. La page entreprise INU, si j'ai 30 personnes, c'est le bout du monde. Donc, vraiment, la partie humaine, c'est ce qui est le plus important. L'autre chose qui est importante, c'est de prendre en compte, quand on fait du social selling, le parcours d'achat. Et ça, c'est quelque chose qui change radicalement
avec les méthodes de vente précédentes où on utilisait pas mal le télémarketing. Et donc là, on avait sa liste à prospecter, on commençait à A, on terminait à Z, et finalement on écrémait et on touchait les 1% des gens qui sont acheteurs à l'instant T. Et là, pratiquer le social selling, ça veut dire prendre en compte l'ensemble du parcours d'achat de la personne, parce que tout le monde n'est pas acheteur à l'instant T. Par contre, être présent avec eux dès le départ, c'est quelque chose qui est important parce qu'on va pouvoir les accompagner. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est le plus important. C'est extrêmement important, d'autant plus qu'aujourd'hui, les acheteurs sont de plus en plus autonomes. Ils démarrent leur parcours d'achat sur Internet et en utilisant notamment les réseaux sociaux. Et Sonia t'interviendra, je pense, un peu plus tard pour parler de l'importance pour le commercial d'être là dès le début du parcours client. Et donc aujourd'hui, les clients, ce qu'ils recherchent, c'est pas qu'on leur vende quelque chose, mais en fait, ils recherchent à acheter. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est vraiment s'occuper de leurs besoins, voilà, essayer de savoir quels sont leurs besoins, leurs problématiques, et essayer de les conseiller pour leur apporter la meilleure solution par rapport à leurs besoins. Et donc, c'est ça. Et en fait, les méthodes traditionnelles de vente ne font plus recette. Aujourd'hui, en fait, il faut, pour pouvoir être présent sur les réseaux sociaux et réussir sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça que tout le monde recherche, c'est d'acquérir de nouvelles compétences et d'avoir les bonnes pratiques. Parce qu'on peut être très compétent et pas avoir les bonnes pratiques, on peut avoir des bonnes pratiques et pas être compétent, et ça fonctionne pas forcément tout le temps. Il faut vraiment avoir les deux. Alors, Sonia, sur retour d'expérience. Oui, comme on l'a vu, effectivement, il y a des nouveaux comportements d'achat, de plus en plus de points de contact digitaux. D'ailleurs, on parle de processus d'achat de digital. Donc voilà, c'est important, comme je le disais, de le démontrer à vos équipes commerciales pour qu'elles prennent conscience. Alors, équipe commerciale et équipe de direction. Mais aujourd'hui, alors que ce soit 57%, on parle même de 60, voire 70% du processus d'achat se fait avant même le premier contact avec le commercial. Donc, ce qui veut dire que si on ne repositionne pas le commercial, comme tu disais Nicolas, dès le début du cycle d'achat, et donc sur les réseaux sociaux en l'occurrence, on se met de côté finalement le fait de pouvoir participer à un appel d'offres, en tout cas à une consultation, et d'avoir l'opportunité d'être parmi les peut-être 3 vendeurs que l'acheteur va rencontrer. Donc ça, c'est très 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 important, d'être présent, d'être identifié, de créer cette communauté, cette conversation avec ses prospects et aussi avec ses clients, et de pouvoir du coup les accompagner là où ils en sont dans leur cycle d'achat. Certains ne sont pas en recherche de solutions, mais seront demain et pourront penser à vous. Certains sont au début, certains sont au milieu, certains sont à la fin. C'est important d'y être, de pouvoir analyser justement ces interactions, de converser et du coup de co-construire la solution et d'être parmi les sociétés contactées quand le besoin est là. Exact. Moi, je retiens 2 choses. Effectivement, c'est il faut être présent. Et présent, ça ne veut pas dire juste d'avoir son profil LinkedIn, son profil Twitter, son profil Facebook, parce que là, vous allez exister, vous allez faire partie de la communauté, mais si vous n'êtes pas identifié en tant que commercial, il y a fort peu de chances que vous fassiez du business grâce aux réseaux sociaux. Et alors, je fais une petite aparté parce que le profil est important. Voilà, il faut aussi accompagner les commerciaux à créer leur profil et non pas en démontrant qu'ils sont les meilleurs vendeurs, qui là sont plus pour des cibles du coup de RH, voilà, qui recrutent, mais pour leurs clients, quelle est la création de valeur que vos commerciaux peuvent apporter, quelle est l'expertise qu'ils peuvent apporter, quelle est l'expérience qu'ils ont voilà, et toute cette création de valeur pour le prospect est importante à démontrer dans le professional branding de vos commerciaux. Et du coup, je rebondis sur les points qu'on a vus tout à l'heure, notamment le chiffre clé. Rappelez-vous, on a 78% des acheteurs qui font plus confiance à l'individu, au collaborateur et donc au commercial plutôt qu'à la marque. Donc c'est vraiment très 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 important du coup de travailler les profils de vos commerciaux et qu'ils soient positionnés avec la meilleure image d'expert. Alors, et après, il y a plusieurs approches. Je vois sur les réseaux sociaux, les experts justement des réseaux sociaux vont vous dire non, il faut pas faire peur aux clients, il faut parler aux clients. D'autres qui vont vous dire non, il faut apparaître comme un expert, il faut démontrer votre expertise, etc. Ça, c'est dans la façon d'interagir plutôt. Effectivement, de ne pas être trop intrusif dans la façon d'interagir avec les cibles. On sait qu'il faut souvent plusieurs messages avant de pouvoir décrocher un rendez-vous avec
le prospect, mais c'est aussi parce que un prospect ou un individu en tout cas est peut-être pas encore engagé dans une phase de cycle d'achat. Et peut-être qu'on va l'aider à révéler et à créer ce besoin. Et le fait d'être trop intrusif, finalement, dans vos interactions, donc les premiers messages sont importants quand vous êtes en connexion avec quelqu'un, depuis la mise en connexion, depuis la demande de mise en connexion, depuis les premiers messages échangés, il faut toujours se positionner certes comme expert, mais aussi comme création de valeur et comme support, comme aide. Et pas être trop intrusif, sinon ce serait ruiner tous les efforts que vous avez pu faire pour bien vous positionner, pour développer votre image d'expert. Voilà, donc ça c'est important. Pas être trop intrusif, pas passer des messages commerciaux dès le départ, ça c'est important. Mais moi je dirais qu'il n'y a pas de vérité, que vraiment c'est au cas par cas, c'est étudié société par société, et ça c'est important effectivement qu'on vous connaisse, que les gens qui vont vous accompagner vous connaissent pour vous donner les meilleures clés. C'est pas la même chose un commercial qui va faire de l'account page management qu'un commercial qui va faire de la pure prospection sur LinkedIn. C'est des approches différentes, ça va être des profils différents, ça va être des messages différents, des routines différentes. Donc voilà, c'est important de connaître quelles sont les différentes palettes qui sont à votre disposition et d'adopter la manière pour que vous, votre entreprise, puisse réussir. Alors la question justement qui se pose, c'est comment prospecter sur les réseaux sociaux. Alors moi je suis une agence d'inbound marketing et je suis assez adepte de ce que j'appelle l'inbound sales, qui est en fait une approche un peu plus globale que la simple approche social selling. C'est une approche qui est vraiment basée sur l'écoute des besoins clients, la même chose que ce qu'on peut faire en marketing, c'est-à-dire quand on monte un blog, on va commencer à écrire des articles, on va s'intéresser à ces personas, leurs besoins et répondre à leurs besoins. L'inbound sales, c'est la même chose, c'est d'essayer de comprendre quels sont les besoins de vos clients ou vos futurs clients et d'essayer d'y répondre au mieux à travers du contenu. Alors, il y a une méthodologie bien précise. Yacine, est-ce que tu veux nous en parler? Alors, la méthodologie d'inbound sales, elle est basée sur celle de l'inbound marketing. Donc, elle est composée de 4 étapes qui reposent elle-même sur le parcours client que vous voyez en bas. Donc, il y a 3 phases dans le parcours client. La phase de prise de conscience, quand on prend conscience qu'on a un besoin, une problématique dans son entreprise. Ensuite, c'est la phase d'évaluation des offres. Et enfin, la phase de prise de décision. Donc, les 4 étapes de l'inbound sales, vous avez en premier identifier. Donc, on va chercher à identifier la personne, donc notre cible, le persona, en cherchant des informations sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Voilà. Ensuite, il y a la phase de prise de contact. Donc, on va entrer en contact avec cette personne. Ensuite, la phase d'exploration. On va chercher à explorer ses besoins. Voilà, poser un maximum de questions pour savoir quel est son besoin, quelle est sa problématique, comment on peut l'aider. Et enfin, il y a la phase de conseil. Donc, on va pas essayer de vendre, faire le pur commercial avec un argumentaire de vente, mais on va chercher à conseiller au maximum pour amener la personne à la meilleure prestation qui puisse répondre à sa problématique. Et c'est ça que je note, il n'y a pas de 5e étape qui s'appelle vendre. C'est ça. Hein, on est vraiment là pour essayer d'aiguiller le client vers les meilleures solutions, mais pas de lui vendre. Alors, l'inbound sales, ça repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'inside selling. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inside selling? C'est de pratiquer une vente avec une approche et un argumentaire qui sont personnalisés et qui est adapté au contexte de l'interlocuteur. Alors le contexte, ça va être quel type d'acheteur c'est pas forcément des acheteurs d'ailleurs, hein, ça peut être des influenceurs. Quand vous faites une approche sur les réseaux sociaux et que vous approchez un compte, c'est pas forcément l'acheteur lui-même qui est votre principal interlocuteur. Ça va être par exemple le juridique. Si vous parlez RGPD aujourd'hui dans des entreprises, vous pouvez vous adresser au juridique. Ça peut être un bon influenceur. Si vous parlez encore RGPD, ça peut être s'adresser aux directions des sociétés. Voilà, tout ça, c'est des gens qui discutent avec le marketing et qui, à la fin, poussent à faire cette prise de conscience du RGPD. Donc, il n'y a pas simplement un seul interlocuteur sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire appel à plusieurs personnes. La deuxième chose qui différencie l'inbound sales du social selling, c'est que on utilise les données. Aujourd'hui, la data, c'est quelque chose qui est très important. Donc, si vous avez un site internet, si vous avez un blog, si vous traquez éventuellement vos visiteurs, si vous avez des logiciels de marketing automation, etc., tout ce qui vous permet d'avoir des informations sur la personne et d'avoir une prise de contexte qui soit contextualisée, ça, c'est hyper important. Et enfin, la troisième, c'est le social selling, pour le coup. Et donc, le social selling, comme on a dit, c'est l'art et la manière de vendre
en utilisant les réseaux sociaux. Et le social selling, en fait, se base sur, là aussi, 3 piliers, donc 3 formes de vente différentes. La première forme de vente, c'est la recommandation. Alors, qu'est-ce que c'est que la recommandation? C'est, moi, je veux rentrer en contact avec Pierre parce que je sais que c'est la personne qui m'intéresse, mais je suis pas en contact directement avec lui. Donc, je peux faire appel à ses fournisseurs, si je connais ses fournisseurs, éventuellement un de ses clients, un de ses collègues avec qui je suis en relation, ou même un de mes collègues dans ma société qui est en connexion avec lui, et je vais demander une recommandation à cette personne pour rentrer en contact avec Pierre, Paul ou Jacques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le referral selling. C'est la première façon de rentrer en contact avec les personnes. La deuxième, c'est tout ce qui est trade selling. Donc ça, c'est les déclencheurs. Ce sont toutes les petites informations qu'on va pouvoir récupérer sur les réseaux sociaux. Donc sur LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. Quand quelqu'un va faire un like, quand quelqu'un va faire un commentaire, quand quelqu'un va faire un post. Donc si dans votre site, vous avez des gens qui commencent à faire des interactions, qui commencent à poser des questions, ou même qui vont voir les sites de vos concurrents, ce qui est important, tout ça, ce sont des informations qui vous permettent de rentrer en contact intelligemment avec une personne, avec votre cible. Et enfin, la dernière, c'est la vente par révélation, et c'est là que c'est important d'avoir créé justement votre expertise et d'avoir créé la confiance avec les personnes avec qui vous voulez entrer en contact. Cette dernière vente, c'est de se dire, finalement, j'ai été présent sur les réseaux sociaux, j'ai développé pas mal de contenu, j'ai fait des commentaires, et la personne qui est en face de moi, à un moment, si elle a un besoin, et si elle m'a identifié comme étant potentiellement une personne qui puisse répondre à son besoin, dans ce cas-là, elle va faire appel directement à moi. Elle va dire, tiens, oui, mais bien sûr, Nicolas, finalement, il est super bon en inbound marketing, et c'est à lui que je vais faire appel, ou je vais le mettre en tout cas dans mon appel d'offres. Alors, tac, Sonia. Alors, que rajouter à cela? Moi, j'ai une petite appellation un peu spéciale qui est les 4C, qui me permet au travers de l'inbound marketing et du social selling de capter, de connaître, de convaincre et de convertir. Donc ça, vous voyez, c'est par rapport au schéma qu'on a vu tout à l'heure. C'est vraiment à la fois dans la démarche du commercial, quelle est la création de valeur qu'on va pouvoir leur apporter en étant présent sur les réseaux sociaux et en pratiquant du social selling, en vis-à-vis justement du cycle d'achat qu'on a vu avec les 3 grandes phases dont on a parlé. Donc, pour moi, c'est vraiment important, là encore, de démontrer à vos directions et à vos équipes commerciales que le social selling, même s'il y a selling dans le mot, c'est toute la création de valeur et qu'il y a autour de ça et qu'il y a autour de l'usage des réseaux sociaux, que ce soit pour capter. Vous pouvez sur les réseaux sociaux aujourd'hui cibler vos acheteurs potentiels, c'est ce qu'on appelle vos personas. Vous pouvez trouver aussi vos clients, donc ça je ferai peut-être un petit aparté en plus sur les clients, mais il y a de la création de valeur aussi au travers du social selling dans le suivi de vos clients. On n'a pas toujours le temps d'aller voir les clients de façon aussi fréquente qu'on le souhaite et de les suivre sur les réseaux sociaux. Ça peut vous donner des informations importantes à certains moments. On en a parlé aussi, au-delà de cibler les acheteurs, c'est aussi d'aller découvrir vos sphères de décision. Puisque effectivement, plus on monte en taille d'entreprise, plus les décisions se prennent à plusieurs. Donc 4 ou 5 personnes peuvent être intégrées dans cette prise de décision. Vous n'avez pas toujours l'opportunité d'être en face de ces personnes. Voilà, quand vous faites votre acte de vente, vous faites votre acte de vente auprès du champion, en tout cas moi ce que j'appelle le champion, qui va être signataire ou en tout cas le principal prescripteur de l'offre. Et donc c'est important aussi de pouvoir mieux connaître le compte que vous adressez avec justement ces décideurs et pourquoi pas justement de converser aussi avec eux. C'est une façon aussi d'aller trouver qui est qui, puisque avec les recherches booléennes sur LinkedIn par exemple, vous pouvez aller trouver qui est le DSI de telle entité, du coup faire votre prospection et faire vos découvertes de compte de façon plus large. Donc c'est capter, on l'a dit, connaître, mieux les connaître, bien évidemment, mieux les connaître en analysant justement les interactions que vos cibles peuvent avoir. Alors peuvent avoir dans les groupes, au travers d'un like, d'un post, d'un commentaire, au travers d'interactions dans des groupes de discussion.
mais aussi au travers d'interactions avec vos concurrents. Voilà. Et notamment là, que ce soit un client, si vous détectez qu'un client interagit avec un concurrent, par exemple, vous voyez le sujet de la discussion et pour le coup, vous pouvez aussi, vous, peut-être, vous positionner. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, donc j'ai dit capter, connaître, convaincre, c'est la manière de converser avec eux. Vous êtes en lien, du coup, en connexion avec les bons interlocuteurs, avec toute la sphère de décision. Vous pouvez interagir avec eux en adressant à chaque individu, l'information dont il a besoin. Et ça, justement, adresser les bons contenus au bon moment à la bonne personne, on est vraiment dans de la relation interpersonnelle, dans de la conversation one-on-one, avec justement toutes les parties prenantes de votre sphère de décision. Donc ça, c'est important, les bons contenus au bon moment, savoir analyser, détecter là où chacun en est dans le processus d'achat et pouvoir lui apporter les bons contenus. Par exemple, quand il est au début, on va pouvoir interagir et les aider dans la recherche de solutions avec des outils plutôt pédagogiques. Alors, ça peut être de l'infographie, ça peut être ensuite du livre blanc pour aller un peu plus loin, ça peut être ensuite avec des cas clients pour démontrer que vous êtes capable, quand ils sont justement en recherche d'offres et en comparaison, que vous êtes capable et que vous l'avez fait, que vous savez bien le faire. Derrière ça, d'ailleurs, le pendant, c'est que quand on utilise des cas clients, vous pouvez aussi utiliser vos clients comme référents, donc dans la recommandation. Et puis, du coup, ça peut faire basculer parfois la prise de décision. Donc tout ça, c'est vraiment, vraiment important. Vous vous positionnez comme expert, comme conseil, on l'a vu tout à l'heure, mais vraiment avec le bon contenu au bon moment, sans être intrusif, là encore. Voilà. Et c'est là que c'est difficile. C'est là que c'est difficile, mais c'est plus difficile quand vous êtes en phase de prospection, de ne pas être intrusif. Ouais. Quand vous êtes en phase d'interaction, que les gens sont déjà dans votre communauté et que vous avez une activité récurrente, en tout cas, vous êtes positionné comme expert, il y a déjà cette confiance, voilà, vous êtes identifié comme expert et on va peut-être penser à vous au bon moment, voilà, quand le besoin sera là. Donc ça, c'est important. Et in fine, même si on ne va pas jusqu'à la vente, l'objectif, c'est effectivement, du coup, de convaincre et de convertir. Alors, convertir, ça passe par rencontrer prospect dans la vraie vie, donc c'est soit avoir l'opportunité du coup de l'appeler ou de caler du coup le rendez-vous et d'être dans le cycle d'achat parmi les commerciaux que l'acheteur va contacter. Voilà. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous perdez une manne de business parce que vous n'êtes pas visible et vous n'êtes pas en connexion et en interaction avec vos prospects et vos clients. Et effectivement, c'est important d'être visible. On est sur la règle des 90, 10 ou 99-1, c'est-à-dire que vous avez 90% des gens qui sont sur les réseaux sociaux, vos acheteurs, votre cible certainement, qui ne va pas forcément produire du contenu sur les réseaux sociaux. Par contre, ils vont regarder ce que vous faites. Vous avez 10% des gens, 9% des gens qui vont interagir et sur lesquels vous pouvez avoir cette partie trigger selling où vous allez pouvoir détecter des choses. Et puis, vous avez 1% des gens qui produisent des contenus et qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, vous, si vous êtes commercial, c'est hyper important d'être au moins dans ces 10%, c'est-à-dire d'arriver à interagir. Et si vous êtes dans ces 1% de gens qui produisent du contenu, et ben là, vous arrivez vraiment à montrer votre expertise. Plus que produire du contenu, c'est ne serait-ce que dans les commentaires. Le travail qu'on a, c'est que dans ces démarches-là, c'est qu'on peut avoir du contenu, du très bon contenu, customer centric, très bien, première base. On peut le mettre à disposition des commerciaux pour l'utiliser, leur apprendre, en ayant bien au préalable travaillé avec justement vos commerciaux sur leur profil, se positionner comme expert, et voilà, et d'interagir. Mais la meilleure interaction et le meilleur contenu, c'est finalement le commentaire ou l'introduction de ce contenu que les équipes marketing peuvent fournir, par exemple, mais par le commercial et surtout la contextualisation à qui il adresse. Voilà, c'est vraiment la personnalisation et le commentaire quelque part qui sont les plus importants et qui vont créer cette valeur. Ouais, encore plus que le contenu qui est finalement le postulat. En étant customer centric, c'est pas orienté produit, ça c'est important, mais voilà. Et nous, on produit pas mal de contenu, on fait des articles, on partage sur les réseaux sociaux. Il est sûr qu'on a moins d'interaction sur ces partages de contenu que quand on s'implique réellement dans une conversation. Alors, quels sont les... je vais me mettre là, la prochaine slide, pardon. Quelles sont les fausses idées sur le social selling? Parce que le social selling, on en parle, vous avez beaucoup de consultants qui parlent de social selling,
vraiment, c'est pas forcément facile d'être présent sur les réseaux sociaux de la bonne manière, mais surtout, il faut essayer d'éviter les erreurs. Donc là, petit retour d'expérience de Yacine qui pratique le social selling tous les jours au sein de l'agence. Alors moi, oui, je pratique le social selling tous les jours et une fausse idée qu'on se fait souvent, c'est que le social selling serait une nouvelle forme de prospection dans le dur. Alors c'est faux parce que déjà on n'a pas, comme dans la prospection dans le dur, une liste de personnes, d'entreprises à prospecter, et donc c'est beaucoup moins chiant entre guillemets, on va dire. Moi, ce que je fais, c'est que déjà nous, pour générer des leads, on a plusieurs canaux, on utilise notre blog, notre site internet, les réseaux sociaux. Et donc l'objectif du social selling, c'est de générer des leads. Et donc ce que je fais moi, c'est à travers le contenu qu'on utilise sur les réseaux sociaux qu'on partage, j'entre en contact avec les personnes sur LinkedIn, j'envoie des invitations, j'envoie des messages, tout en ayant une démarche bienveillante et non commerciale. Et donc c'est pas une prospection dans le dur. Et Nicolas va continuer. Et le téléphone est important parce que les réseaux sociaux, c'est la base, c'est les fondements, produire du contenu, interagir avec les gens, etc. Mais ça remplacera jamais l'humain. J'ai jamais vu quelqu'un vendre sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vu quelqu'un prendre un bon de commande sur LinkedIn ou sur Facebook. Ça passe toujours par l'humain et à un moment, ça passe par le téléphone. Ce qu'on fait par exemple nous à l'agence, c'est qu'effectivement on produit du contenu, on regarde qui c'est qui like, et puis quand on voit qu'une personne interagit, c'est 1, 2, 3 likes, un commentaire, on lui passe un coup de fil et on se présente, mais pas pour lui vendre quelque chose, simplement pour se présenter, pour avoir une première relation. De la même manière que quand vous êtes dans la vie, que vous croisez quelqu'un dans l'ascenseur, vous le croisez 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment vous engagez la conversation. Voilà, et c'est comme ça que se crée la relation. Une autre erreur, c'est que ça va vite, et ça va pas vite. Non, ça va pas vite. Je peux en témoigner. Démarche et cet onboarding de vos équipes, elle peut être longue en fait. Voilà, ça dépend de la maturité digitale et de la capacité de changement de vos équipes. Enfin, à commencer par votre direction pour pouvoir aller dans ce type de démarche. Ensuite, du coup, des équipes commerciales, du middle management qui est important, marketing et commercial bien sûr. Donc voilà, il y a toute une phase d'évangélisation. Vous pouvez leur démontrer au travers d'études auprès de vos prospects et de vos clients, justement dans votre industrie, que les acheteurs et leur comportement ont effectivement changé, en étudiant du coup les cycles d'achat, le nombre de points de contact à la fois physiques et digitaux, ce que je disais tout à l'heure, un parcours d'achat digital, et c'est en leur démontrant, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai pu réussir à mettre en place ces démarches, c'est en leur démontrant que leurs clients et leurs prospects étaient bien sur les réseaux sociaux, qu'ils utilisaient bien, entre autres, les réseaux sociaux. Il n'y a pas que ça, mais voilà, un blog, un site web, la marque doit être présente et aussi avec d'autres interactions digitales, que ce soit des campagnes d'emailing, etc., de marketing automation. Et puis, d'être sur des événements aussi pour travailler la notoriété, pour prendre des contacts. Enfin voilà, il y a à la fois de l'inbound et de l'outbound, mais ça va pas vite. Il y a cette prise de conscience. Ensuite, il y a toute la phase d'accompagnement, de formation, d'implémentation. Et là encore, donc on a parlé de la formation des commerciaux, des profils, du coup, à travailler de leurs profils. Ensuite, il y a la stratégie de contenu. On fera un petit focus tout à l'heure dessus, qui est importante en étant orienté client. Revenir sur de la formation continue parce que les équipes n'évoluent pas tous de la même façon. D'abord, ils s'engagent pas forcément tous au même moment, donc cette formation continue peut être intéressante et pour moi est même nécessaire. Ensuite, il y a bien sûr de pouvoir se fixer des objectifs, les suivre. On parlera tout à l'heure aussi de tableau de bord. Voilà, donc la démarche, elle peut paraître longue, mais pour moi, elle est nécessaire et ça devient un des fondamentaux de l'entreprise que leurs équipes commerciales soient présentes sur les réseaux. Voilà. Et on va voir un petit peu plus tard comment. La dernière erreur, c'est de croire que c'est uniquement LinkedIn. Alors, LinkedIn est très, très important, ça c'est sûr, et tout le monde est présent sur LinkedIn, et c'est là aujourd'hui que ça se passe. Mais il ne faut pas oublier que vous avez aussi d'autres sources d'informations où vous pouvez interagir aussi sur d'autres réseaux sociaux, et puis ça dépend donc aussi de votre business. Il y a des gens pour qui Facebook, ça peut être plus intéressant. Twitter aussi, c'est une super manière d'avoir des informations sur vos clients. Si vous faites des listes de gens à suivre sur Twitter, je peux vous assurer que vous avez beaucoup d'informations sur vos prospects potentiels parce qu'on
souvent plus de facilité à partager sur Twitter que sur LinkedIn. LinkedIn, c'est plus impliquant quand on fait un partage sur LinkedIn. On sait qu'on va vraiment être vu, qu'il y a des gens qui vont interagir. L'important, c'est de savoir où sont vos cibles et du coup, selon le réseau, d'être présent et d'interagir avec les bonnes pratiques liées à ce réseau social, que ce soit LinkedIn, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram pour certains, etc. Voilà. Le tout, c'est d'identifier là où sont vos prospects et vos clients et de s'adapter au mode de communication de chaque réseau et aussi de diversifier les réseaux, bien sûr. Exact. Et plus on a de réseaux, plus on a d'informations. Alors, la question c'est comment réussir sa stratégie de vente digitale. Alors nous, on a quelques questions à vous poser. Donc la première, c'est avez-vous une stratégie de présence sur les réseaux sociaux avec des objectifs clairement définis. Donc, vous nous avez répondu tout à l'heure que vous étiez sur les réseaux sociaux. Ça, c'est bien. Mais est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs clairement définis? Alors, c'est très important. Ouais. Moi, pour donner, on va laisser le temps du coup aux personnes de répondre. Alors, on a du oui, on a du non. C'est très important pour démontrer aussi à vos directions le ROI, in fine, de ces approches, parce qu'on nous le demande tous aujourd'hui, c'est vraiment de fixer ces KPI de départ, ces indicateurs et de les suivre. Et donc de pas aller sur les réseaux sociaux avec une démarche un peu anarchique. Il faut vraiment démontrer cette création de valeur. Donc il n'y a pas de recette miracle. Il faut caler les objectifs, voilà, en fonction d'abord pas en fixer trop, pouvoir les suivre dans le temps, de façon à pouvoir réajuster la démarche et la façon de faire pour voir si on utilise les bonnes pratiques et qu'est-ce qui fonctionne le mieux, voilà. Donc ça c'est important. Il n'y a pas de recette miracle et quelque part ce tableau de bord, pour chaque entreprise il y a un tableau de bord. Moi par exemple, quand j'ai voulu mettre en place cette démarche, j'y suis allée d'abord avec un objectif de développer la notoriété de la marque au-delà d'un site, au travers d'un blog, donc avec toutes les statistiques habituelles de sites et de blogs, de fréquentation, de temps passé, voilà. J'ai ensuite déployé donc sur les réseaux sociaux, sur les pages entreprises, avec des objectifs de développer bien sûr l'audience, la communauté, donc le nombre d'abonnés, mais aussi de suivre pour le coup à la fois je perds mes idées, de suivre les contenus qui marchent le mieux, du coup les interactions, que ce soit en fonction du nombre de posts qu'on fait, du type de post qu'on fait, une infographie, un cas client, un petit snack content avec un chiffre clé, une étude, enfin voilà, selon les contenus, qui réagit le mieux, qu'est-ce qui crée le plus d'engagement, donc voilà, de partage, de likes, de commentaires, de suivre du coup voilà ces KPI de contenu et ensuite du coup de travailler aussi avec les équipes commerciales pour qu'ils se fixent des objectifs eux-mêmes. Donc ça peut être de développer leur réseau, un réseau de qualité, donc de rentrer en connexion avec X contacts par semaine, de voir les méthodes là aussi qui marchent le mieux, de rentrer en contact avec leurs clients, donc ça aussi on peut le faire dans le temps. Chaque semaine ils se fixent un objectif de rentrer en contact, voilà, de façon à intégrer dans leur communauté les bonnes cibles, prospects et clients. Ensuite du coup de faire des demandes de mise en connexion, donc de faire des demandes de mise en connexion contextualisées. Donc voilà, il y a plein de KPI possibles, ça dépend. Et après, on peut aussi développer les KPI au fur et à mesure qu'on avance dans la démarche. Ensuite, ça peut être effectivement combien de recommandations vous avez pu avoir, combien de rendez-vous vous avez pu prendre par rapport à cela. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de KPI et les tableaux de bord sont importants mais sont complètement personnalisés par rapport à vos entreprises, à vos démarches, à ce qu'on va vous demander, à ce qu'on est capable de suivre et dans quel délai. Exact. Et on peut vous aider là-dessus. Alors déjà, il y a comme KPI, tu peux avoir ton réseau, hein, tu peux avoir ton Social Selling Index, qui est le premier pour les commerciaux, tu peux avoir le nombre de messages que tu échanges avec les gens, tu peux avoir le nombre de likes, tout ça c'est des choses qui sont importantes. Je fais un focus sur le Social Selling Index qui est important. Je ne sais pas si tout le monde connaît, n'hésitez pas à dire si vous ne connaissez pas. Le Social Selling Index permet justement de suivre l'efficacité liée à la présence et à l'activité de vos sur les réseaux sociaux. Donc c'est une note sur 100 divisée sur quatre grands piliers. C'est pas du tout un jugement, c'est juste pour suivre l'évolution. Et c'est très intéressant de travailler avec les commerciaux sur leur Social Selling Index pour qu'ils voient justement qu'avec leur activité et avec voilà leur démarche, ils font des progrès. Exactement. Et d'identifier là aussi sur le pilier sur lequel ils ne sont pas ou ils sont le plus faibles.
Et au-delà d'une note qui augmente, c'est vraiment de la pertinence, encore une fois, de leur présence et de leur activité. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant pour faire des formations, notamment soit par petits groupes, soit en one-to-one, pour les aider et les accompagner à être plus efficaces. C'est pas mal justement de se fixer des objectifs, mais la note en soi n'a pas tellement d'importance. C'est ça. Savoir si on va avoir 60, 80 et 90 n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est la pression et se fixer un objectif. Si aujourd'hui je suis à 35, ben mon objectif, ça peut être d'être à 45 dans un mois. Et ce sera très bien. Et j'aurai progressé. Alors, est-ce que vous avez des tableaux de bord de suivi de vos objectifs? Donc ça, c'est une autre question. Hop, autre question. Pensez-vous avoir suffisamment de contenu à partager? Est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez du contenu sur les réseaux sociaux? Vous produisez du contenu? Est-ce que vous en avez suffisamment à partager? Parce que ça, c'est important. On peut être présent sur les réseaux sociaux, mais si on n'a pas de contenu, ça, on va avoir du mal à développer son expertise. Et le contenu, comme tu disais, c'est pas forcément toujours quelque chose qui est très complexe. Ça peut être des choses qui sont simples. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'abord de commencer par un peu un audit du contenu qui existe dans votre entreprise. Du coup, de dire depuis, alors bien sûr, une plaquette, une infographie, un livre blanc, mais aussi enfin, il y a plein de types de contenus, un communiqué de presse, un lancement de produits, des supports liés, des vidéos, bien sûr, etc. C'est de faire un peu un audit de tous les contenus qui existent. C'est de voir si ces contenus sont orientés clients, donc ce qu'on appelle customer centric, plus que orientés produit. Maintenant, on peut aussi contextualiser un contenu orienté produit avec justement une introduction dans un post ou des commentaires par les commerciaux qui vont permettre de personnaliser finalement le message et donc d'être orienté sur le besoin d'un client, par exemple, ou d'un prospect. Donc ça, c'est important de partir de là et de construire cette stratégie de contenu dans le parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut du coup pouvoir avoir une activité suffisante, donc de créer aussi ces contenus nécessaires qui vont permettre au commercial de se positionner non seulement comme expert en étant orienté client, mais aussi de pouvoir se positionner à chacune des phases du cycle d'achat. Donc pour moi, par exemple, quand on a une offre, d'avoir 3 ou 4 types de contenus depuis une infographie, un cas client, une vidéo de démo par exemple, ou un petit audit en ligne gratuit, voilà, ça peut être 4 à 7 intéressants. Voilà. Vous pouvez aussi, voilà, des comparatifs d'offres avec les concurrents, des études qui ne sont pas réalisées par vous. Enfin, il y a pléthore de contenus qui peuvent exister, que vous avez dans l'entreprise, que vous pouvez créer, que vous pouvez les acheter. Il y a aussi toute la veille, toute la création de contenu qui est intéressante parce qu'il y a des articles de fond intéressants et qui seront intéressants à repartager. Donc voilà, cette création de contenu et cette production de contenu dans le temps, elle est nécessaire. C'est quand même ce qui va vous permettre aussi d'être pertinent dans l'interaction one-one que le commercial aura avec son prospect. Et vous pouvez aussi co-créer avec les commerciaux. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire en leur demandant quelles sont les thématiques de problématiques clients qui remontent le plus souvent, et du coup peut-être de rédiger un article de blog ou de trouver un article curé sur les contenus, voilà, ou de se dire tiens, nous on a un contenu, on peut le réutiliser, quoi. Déjà aider les commerciaux quand ils font un partage d'articles à contextualiser l'article. Ah oui, ça c'est la base. Parce que les commerciaux qui partagent juste un article, ça non. Donc voilà, donc ça c'est important. Et puis donc autre question, on le voit, on dit que les réseaux sociaux, être sur les réseaux sociaux, c'est chronophage. Si vous avez une démarche organisée, moi je disais toujours aux commerciaux, voilà, si tu as 15 minutes par semaine ou si tu as 15 minutes par jour ou même 5 minutes, je leur donnais les clés au travers d'une petite routine à mettre en place avec les 4 ou 5 actions de base du coup à mettre quand ils se connectent. Et du coup, c'est de les aider à y aller à leur rythme. De façon pédagogique, dans la formation, etc., mais aussi de façon organisée pour qu'il n'y ait pas cette perte de temps et qu'ils puissent à chaque fois, même s'ils y vont 5 minutes, de pouvoir, voilà, au travers de 3 ou 4 tâches, pouvoir se mettre en connexion, faire 3 demandes de mise en connexion, aller voir qui est venu sur son profil, regarder les profils de ces personnes et voir s'il y a un intérêt, et du coup là, de faire cette mise en connexion
personnaliser, contextualiser, aller trouver ce que j'appelle le ice breaking, en tout cas le sujet commun, parce que quelqu'un a fait la même formation que vous, est dans le même secteur, dans la même industrie, partage les mêmes centres d'intérêt que vous, etc. Voilà, c'est de contextualiser. Enfin voilà, et il y a des petites routines qui permettent justement de se connecter, de faire des choses efficaces sans y passer trop de temps. Exact. Et moi, ce qui est important, je pense, c'est qu'il faut que ça vienne de la direction. Donc, si vous avez des responsables commerciaux, des responsables d'entreprise qui vont voir les commerciaux en leur disant, vos clients sont présents sur les réseaux sociaux, il faut que vous y soyez, passe un quart d'heure, une demi-heure tous les jours sur les réseaux sociaux, je te le demande, ça fait partie de ton travail. Un point important, voilà, c'est ça. Ça fait partie de ton travail. Il faut onboarder votre direction, bien sûr, pour avoir le go sur le projet, vos équipes commerciales, votre management commercial, pour que ça devienne aussi un acte de management et que ça, voilà, que ça puisse être suivi et que vous puissiez démontrer justement ce ROI à la direction et que tout le monde soit embarqué dans la même direction avec une compréhension des objectifs, un partage des objectifs, des résultats, des problématiques que vous rencontrez, des besoins en formation et du ROI, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Voilà. C'est un vrai partage qui permet l'alignement du commerce et du marketing pour moi, donc ça c'est important. Justement, on va le voir. Alors cette routine, elle passe par une méthodologie, donc on en a parlé, déjà avoir des objectifs qui soient atteignables, des objectifs qui soient smart, hein. Effectivement, si on est à 35 en SSI, c'est complètement idiot de se dire on va être à 90 demain. Ça prend du temps. Deux, il faut apprendre à repérer vos futurs clients, et ça se fait pas simplement en étant une fois de temps en temps sur les réseaux sociaux. Ça prend du temps, il faut apprendre à le faire. Il faut aussi apprendre à rentrer en contact sans être intrusif, et sans pareil pour le commercial de base qui va vous vendre ses offres. Apprendre aussi à explorer les besoins des clients, donc ça veut dire que ça va passer par l'écoute, et tout ça grâce aux réseaux sociaux. La deuxième, c'est qu'il faut, on parlait des tableaux de bord tout à l'heure, c'est mesurer les progrès. Tout ce qui mesure pas n'a pas vraiment de valeur. Donc, il faut apprendre à mesurer vos progrès. Alors, ça peut être tout à fait simple, hein, ça peut être votre SSI, ça peut être mesurer le nombre de personnes que vous avez dans votre communauté, ça peut être de suivre des likes que vous avez sur vos posts, etc., etc. Il y a de nouveaux KPI qui apparaissent, on en a parlé tout à l'heure déjà. Ce qui est important aussi, c'est d'aligner les ventes et le marketing, surtout dans des sociétés qui sont structurées, sur lesquelles vous avez d'un côté des marketing, de l'autre côté vous avez les ventes. Bien souvent, les gens sont chacun dans leur coin, chacun ont des objectifs différents. On a vu que sur le marketing inbound, leur objectif, c'était de créer des leads sur le web. Les commerciaux, c'est d'avoir des leads sur les réseaux sociaux. Sauf que les deux équipes travaillent dans un même objectif, c'est de générer du revenu pour l'entreprise. Donc, quand le marketing crée du contenu pour le blog ou pour votre site, eh ben, il faut absolument que les commerciaux soient impliqués. Il faut que les commerciaux sachent comment partager ce contenu sur les réseaux sociaux. Inversement, quand vous êtes commercial, que vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous avez des interactions avec des gens et vous savez que vos clients se posent un certain nombre de questions, il faut remonter les informations vers le marketing parce que c'est eux derrière qui vont créer le contenu qui va répondre à ces besoins. Voilà, en conclusion, vendre sur les réseaux sociaux, eh bien, ça ne s'improvise pas, il faut une stratégie, il faut se fixer des objectifs, il faut du contenu orienté client et ça, Sonia en a parlé pas mal, et il faut utiliser une méthodologie spécifique avec une routine. Vendre sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. C'est pas en 15 jours que vous allez créer votre crédibilité, c'est pas en 15 jours que vous allez créer votre confiance, c'est pas en 15 jours que vous allez augmenter votre réseau. Ça prend du temps d'augmenter son réseau sur LinkedIn. Il faut faire des invitations régulières. Quand vous faites 50 invitations, vous en avez 10 ou 20% ou 30% des gens qui vont répondre. Ça veut dire que chaque semaine, vous allez peut-être, si vous le faites tous les jours, augmenter votre réseau de... Il faut surtout bien les faire. Ouais. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas être intrusif et personnaliser votre invitation et contextualiser votre invitation et surtout adresser la bonne cible, quoi. Voilà, parce que c'est pas le tout d'avoir un réseau qui fait je ne sais combien de contacts et si c'est pas qualitatif et que c'est pas dans votre cible, ça ne servira à rien. Mais des fois, un réseau de 300, 400, 500, 600 personnes suffisent largement. Ah, mais si ce ne sont que vos cibles dans votre réseau, moi ça me va. Hein. Il peut commencer à 100, il aura des interactions avec 100. Voilà, vraiment... On débute tous un jour. Hein. Et puis surtout, le message qu'on veut faire passer, c'est que vendre sur les réseaux sociaux, c'est un travail d'équipe. Donc, direction commerciaux, direction marketing, marketing commerciaux. Tout ça, si la société ne va pas dans la même direction, dans ce cas-là, il est compliqué pour un commercial d'arriver à en mettre
à mettre en œuvre une stratégie de social selling. Alors, on arrive sur notre partie un peu commerciale, donc sur les différentes formations qu'on peut faire sur le social selling. Donc, on a deux types de formations. On a soit des formations intra-entreprise, donc là, l'avantage, c'est que c'est adapté aux besoins spécifiques de votre entreprise. On a des groupes qui sont homogènes. C'est un prix qui est relativement intéressant quand vous commencez à faire à partir de 4 stagiaires. Hop, Pardon. C'est pas grave. Donc la formation intra-entreprise, et puis on a des formations inter-entreprises, donc on met des dates régulièrement en place sur Paris, principalement. Voilà. Donc toutes ces formations peuvent être prises en charge pour tout ou partie par votre OPCA. Donc là, vous pouvez vous renseigner. Il suffit simplement de monter un dossier et en général, c'est pris quasiment à 100%. Voilà. Alors, posez-nous toutes vos questions par le chat. On a une première question, mais effectivement, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser et on va essayer d'y répondre. Ok. Donc peut-être la première question. Donc pour performer dans le SSI, donc vous pouvez aller voir en même temps SSI, vous tapez SSI LinkedIn et vous trouverez du coup le SSI. Alors, sur différents marchés, alors il est bien évident que en fonction des marchés que vous adressez, des pays que vous adressez, d'abord votre profil peut être multilingue. Donc quelqu'un qui va travailler sur la France et des pays anglophones se devra d'avoir son profil à la fois en français et en anglais, ça c'est sûr. Et bien sûr que les interactions, elles doivent être, comme on l'a dit, contextualisées et personnalisées, et donc tenir compte de vos marchés cibles et des cultures. Il est bien évident que vous connaissez, quand vous adressez à un marché anglophone par exemple, des coutumes par rapport à des pays plus latins que sont la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Donc vous connaissez vos cibles, ce sont vos personas, vous connaissez la maturité du marché par rapport à vos solutions, vous connaissez du coup les us et coutumes de la relation commerciale, notamment que vous pouvez mener en face à face. Donc la notion de culture, elle est importante. Mais le SSI et le profil du coup, le SSI va être suivi en fonction de votre profil qui va être en multilangue. Alors moi j'ai une petite expérience quand même de 2 ans à l'étranger, où j'ai fait du commercial, justement j'utilisais les réseaux sociaux et c'était en Asie. Qu'est-ce que je peux dire? C'est donc spécifique à Singapour, c'est que j'ai pas tellement vu de différence moi sur LinkedIn. C'est-à-dire en termes de profil, c'était à peu près la même méthodologie. En termes de partage de contenu, c'était à peu près la même méthodologie. De mise en contexte, c'était à peu près la même chose. Les différences que j'ai vues, c'était plutôt sur l'utilisation des différents types de réseaux sociaux. Dans les pays anglo-saxons, il est pas rare. En France, on est très axé sur LinkedIn. Dans les pays anglo-saxons, ils n'ont aucun frein à être en relation sur LinkedIn et à être à la fois en relation sur Facebook ou sur WhatsApp ou sur WeChat, etc. Et donc, je dirais que moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est vraiment d'analyser où sont vos clients et puis en fonction des cultures, effectivement, soit de rester sur LinkedIn, soit d'essayer de prendre contact avec les personnes sur d'autres types de réseaux sociaux. Et les autres types de réseaux sociaux, Facebook, on va partager plus des choses qui vont être personnelles. Et donc, les cultures, c'est plus est-ce que je vais partager des choses personnelles ou est-ce que je vais partager des choses que professionnelles. En général, en France, c'est plutôt professionnel. J'ai beau voir des gens qui sont très performants sur LinkedIn et qui essayent d'être performants sur Facebook. Sur Facebook, c'est plus difficile aujourd'hui en France, il y a moins d'interaction. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, sinon, moi, j'en ai préparé des questions. Donc, est-ce qu'il faut être sur LinkedIn, ou est-ce qu'il faut être sur d'autres réseaux sociaux? J'en ai parlé un petit peu. Ça dépend de la culture, ça dépend des pays aussi. Mais ça dépend de là où sont vos cibles aussi. Ouais, ça dépend de là où sont vos cibles. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez créer des profils. Ça coûte pas grand-chose. Par contre, ce qui est important, c'est aussi d'adapter vos contenus en fonction et la fréquence de posts en fonction des différents réseaux sociaux. C'est pas la même chose de poster sur Twitter. Twitter, il y a tellement d'informations que vos posts ils descendent en 3 minutes, plus personne ne vous voit, donc il faut poster de manière plus régulière. Sur LinkedIn, il faut essayer d'être beaucoup plus engageant, essayer d'engager sa communauté. À chaque cible son réseau, sa présence sur les réseaux, et à chaque réseau son usage
avec effectivement sa fréquence de poste, ce type de contenu, et puis le ton de communication. Exact. C'est pas la même chose si vous êtes avocat qu'agence marketing ou si vous vendez des centrales Mais nucléaires. vous avez des outils pour vous aider justement en community management, voilà, pour un même message, le personnaliser ou l'adapter, pardon, à chacun des réseaux, pouvoir le poster et suivre, voilà, le tracking. Quelle quantité de contenu il faut produire? Moi, j'ai ma petite idée. Je peux partager l'expérience que nous on a. Nous, on produit pas mal de contenu sur le blog. Donc moi, ma stratégie, j'en ai plusieurs, c'est sur Twitter de poster tout mon stock d'articles de manière vraiment très régulière. Et je peux vous assurer que sur Twitter, j'ai pas mal de retours de gens, j'ai pas mal de trafic qui arrive sur mon site, sur Twitter, et donc du coup derrière j'arrive à convertir. Vous allez voir quand vous allez faire des invitations sur Twitter, vous avez des gens qui vont vous renvoyer des petits messages, rentrons aussi en contact sur LinkedIn. Donc tout ça est un petit peu lié. Donc Twitter, moi je poste de manière assez régulière. Sur Facebook, pas sur Facebook, sur LinkedIn, j'essaye de poster 2 fois par jour du contenu intéressant sur des articles qu'on fait, mais aussi de faire des posts plus personnels. Voilà. Alors moi sur la partie contenu, avant de répondre à l'autre question, je l'ai dit un peu tout à l'heure, pour moi ce qui est important c'est on peut avoir peu de contenu mais il faut qu'il soit orienté client, il faut qu'il y ait un contenu qui corresponde à chaque phase du cycle d'achat et quelque part même si vous en avez que 4 sur une offre, voilà, construisez-les, produisez-les dans ce sens-là. Ensuite, on peut du coup aller aussi chercher ces contenus qui sont la curation. On peut aussi créer des contenus qui sont ce qu'on appelle du snack content, utiliser un chiffre clé sur une étude et interagir avec un commentaire, voilà, ça le commercial peut le faire. Enfin voilà, donc il y a plein de façons. Mais donc attends, la quantité c'est l'efficacité ou la pertinence du contenu. Encore une fois, dédié à chacun de vos personas. Ça aussi c'est important. On n'a pas assez parlé de personas, mais on peut adresser des DSI et des DAF. Et les arguments ne seront pas les mêmes adressés au DSI et au DAF. Donc ça, c'est important. Bien cibler le persona, pour bien interagir avec lui, avoir les bons arguments en fonction de sa position dans l'entreprise, de sa fonction. Avoir peu de contenu, mais qui correspondent à chaque étape du cycle d'achat. Et puis après, aller créer des contenus et interagir dans un post avec un chiffre clé, un lien d'une étude, voilà. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément produites par l'entreprise, mais qui participent justement à toutes les tendances du marché, des choses comme ça, liées à une problématique qu'ont vos cibles, des et DAF par exemple, voilà, dans l'entreprise sur une période donnée. Donc l'actualité est intéressante. Exact. Donc une stratégie en fonction de votre business, c'est pas la même chose effectivement si vous êtes agence de com, parce que là vous êtes censé produire du contenu, que si vous êtes une petite entreprise où là vous avez peut-être moins de moyens et produire du contenu. D'ailleurs. Deux autres points intéressants, c'est bien sûr poster mais faire du tracking, de l'analyse voilà des contenus qui marchent le mieux. Parce que ça, c'est important. C'est pas la peine de produire du contenu si ça fonctionne pas. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi, du coup, effectivement, poster des contenus sur vos différentes plateformes. Je dirais depuis le site web, depuis le blog, depuis les réseaux sociaux. Vous avez aussi des outils pour automatiser et donc pas passer de temps à reposter à chaque fois. En adaptant le post, comme je disais tout à l'heure, avec les bons usages, les hashtags quand on est sur Twitter, le nombre de caractères, etc. Et de pouvoir aussi monitorer tout ça. Donc, et qui doit produire le contenu? Moi, je dirais qu'il y a 2 types de contenu. Le marketing va produire du contenu qui va être du contenu durable, et qui va justement essayer d'adresser les grandes problématiques de vos personnes. Mais les commerciaux qui sont sur le terrain sont des gens qui sont très réactifs. Et donc, c'est des gens qui peuvent réagir sur de l'actualité, qui peuvent réagir justement sur une interaction qu'ils ont eue avec un client et justement faire de reposter, etc. Donc, on a différents types de contenus. Marketing on produit, mais les commerciaux doivent produire des contenus. C'est ça, et du coup, l'alignement est important dans la communication justement marketing et commerce pour créer ou co-créer ces contenus. C'est intéressant. Les commerciaux sont aussi sur le marché, ils peuvent vous remonter de la veille marché intéressante, des problématiques chez un client et pas sur laquelle peut-être ils savent pas répondre et demander au marketing la façon de répondre et peut-être qu'il y a des contenus qui existent qu'ils ne connaissent pas. Ça peut aller jusqu'à mettre bien sûr des plateformes de contenu à leur disposition. Moi en l'occurrence j'en utilisais depuis les plateformes d'automatisation de contenu, de mise à disposition des contenus
les commerciaux, de leur permettre d'être plus productifs entre guillemets en paramétrant par exemple leur poste, un poste par jour, qui choisissent, ils vont se connecter une fois par semaine et ils choisissent voilà lundi je poste tel article, mardi tel article sur tel et tel réseau social, en automatisant finalement ces postes en y allant une fois dans la semaine. Donc il y a plein d'outils qui peuvent aussi vous aider à être efficace et pas sans être chronophage et à être pertinent. Voilà. Alors la question, est-ce qu'on peut faire du social selling sur LinkedIn sans abonnement payant? La réponse est oui. Oui, dans la limite des emails autorisés, ça c'est sûr. Mais voilà, on peut commencer par là. On peut ensuite passer sur du premium avant même de passer sur du Sales Navigator. Tout dépend d'abord de vos enjeux, votre capacité de ressources au sens large, hein, d'ailleurs, combien d'équipes, enfin combien de personnes vous voulez former, quels objectifs vous vous fixez, sur quelle période démontrer le ROI, voilà, quelle capacité d'investissement vous avez à la fois pour produire le contenu et pour du coup interagir, quels sont vos objectifs en termes de prospection, quel est par rapport à vos objectifs de prospection et les autres méthodes de prospection que vous utilisez, voilà, quels sont ceux que vous fixez par rapport aux réseaux sociaux. C'est important d'avoir des objectifs SMART comme on disait, et ensuite voilà, peut-être que vous pouvez payer des comptes premium à des commerciaux qui sont plus performants et pas forcément à d'autres tout de suite. Voilà. Il y a pas de règle. Voilà. Comme vous pouvez d'ailleurs mettre des licences Sales Navigator, mais c'est pas l'outil en soi hein, qui fera la différence. C'est vraiment la démarche pertinente. Et donc ça passe par voilà la routine. Formation en continu parce que tout évolue très vite et donc il faut pouvoir accompagner vos équipes commerciales dans la démonstration des bonnes pratiques, des leviers les plus efficaces, mais aussi de la personnalité de votre commercial. Un commercial va être plus pertinent avec un type d'interaction, l'autre sera plutôt dans l'autre, enfin, voilà. Donc c'est vraiment de l'accompagnement et de la spécificité par rapport à votre contexte global. Exact. Dernière question, est-ce qu'il faut se former? Est-ce que c'est nécessaire d'être formé au social selling? Oui, et même de la formation continue pour moi. Vous pouvez faire une première formation, effectivement, et apprendre des bonnes pratiques, très bien, pour pouvoir dégager la création de valeur qui ressortira de ça et que vous devrez d'ailleurs démontrer à votre directeur. Il faut mettre ces KPI en place, il faut les suivre, on le disait. Et cette formation continue, pour moi, elle est importante. Il y a plusieurs façons de le faire. Par exemple, moi, je faisais des premières sessions sur une journée, voilà, où on donnait ces bonnes pratiques. Mais chaque mois, j'avais un webinar sur chacun des piliers du SSI LinkedIn. Donc, ça permettait aux personnes de venir un peu faire une session de rattrapage en mode webinar. Donc, juste 30 minutes pour être plus efficace sur le pilier sur lequel ils étaient loin. Ça permettait aussi d'embarquer du coup de nouveaux collaborateurs ou de nouveaux commerciaux qui voulaient être formés. Et puis après, il y avait aussi du one-to-one avec des petits entretiens de 30 minutes, des petits entretiens téléphoniques pour justement affiner. Voilà, il y avait aussi par mail avec des questions-réponses et une boîte mail dédiée, etc. Donc, plusieurs façons d'interagir et de former, mais pour moi, c'est important de former en continu et aussi justement pour pouvoir restituer la création de valeur, les retours d'expérience de chacun des commerciaux et de le partager. Et de le partager même avec l'équipe commerciale et avec l'équipe marketing et que ça serve à tout le monde. Une des questions que j'ai moi régulièrement, c'est j'ai pas le temps, comment faire? J'aimerais bien être sur les réseaux sociaux, je sais que je dois être sur les réseaux sociaux, j'ai pas le temps, je sais pas produire du contenu, je sais pas forcément bien faire. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Bon, il y a la partie formation, c'est sûr, mais vous pouvez aussi sous-traiter une partie de ce travail, c'est-à-dire vous appuyer sur des gens, des agences, des coachs, des consultants qui vont pouvoir vous aider, soit vous aiguillonner pour vous dire il faut être présent de manière régulière, soit éventuellement voilà, on fait ce qu'on appelle du ghost, du ghosting, c'est-à-dire qu'il y a possibilité effectivement de vous aider concrètement à essayer d'étendre votre réseau. L'envoi d'invitation, par exemple, ça peut être quelque chose. Voilà. Donc n'hésitez pas. Moi, je m'appuyais par exemple là-dessus, même dans vos équipes internes, par exemple, le marketing peut faire la phase amont.
j'avais des responsables marketing qui rentraient en connexion avec des prospects et une fois que la mise en connexion était faite, après du coup elle recommandait le commercial qui allait pouvoir accompagner. Donc voilà, il y a plein de façons d'imaginer les choses en fonction encore une fois de votre contexte. Tout à fait. Voilà, on arrive à la fin du webinaire. Merci d'avoir été présent avec nous. Le prochain webinaire aura lieu pas la semaine prochaine, le mois prochain. On essaie de monter un truc qui soit sympa, mais et là plutôt sur le côté marketing. Qu'est-ce que tu veux faire, moi? Après, pour les contacts. Juste pour finir sur les questions, excusez-moi. Voilà, si vous avez des questions par ailleurs, vous avez nos contacts sur la présentation sur le webinaire. Donc n'hésitez pas, en tout cas pour ma part, et Nicolas et Yacine, j'imagine aussi. On est là pour pouvoir vous répondre si vous n'avez pas osé poser des questions ou si vous en avez d'autres. N'hésitez pas, on est bien sûr sur les réseaux sociaux. Super, merci beaucoup et on se retrouve prochainement. À très bientôt. Merci, au revoir.